Ils avaient 20 ans, parfois moins. Leur visage illuminait les couvertures de magazines, leur voix résonnait à la radio, et leur refrain simple mais entraînant semblait raconter la vie de toute une génération. On les appelait les idoles yéyé. Le mot venait du fameux yéyé anglais, crié dans les chansons venues d'outre-Manche et d'Amérique. Mais en France, il s'est transformé en symbole, celui d'une jeunesse qui voulait exister, qui voulait danser, qui voulait aimer sans contrainte. Au début des années 60, la France sortait lentement de l'ombre de la guerre. Le pays connaissait une croissance économique sans précédent, les jeunes découvraient de nouveaux loisirs, et une société de consommation naissante bouleversait les habitudes. C'est dans ce contexte que le yéyé est apparu, comme une étincelle. Des guitares électriques, des refrains légers, des rythmes qui donnaient envie de se lever et de bouger. Tout semblait soudain plus possible. Mais le yéyé n'était pas qu'une mode passagère. C'était une véritable révolution culturelle. Les émissions de télévision comme Salut les copains faisaient exploser l'audience, les concerts attiraient des foules impressionnantes, et les journaux publiaient chaque semaine les visages souriants de ces nouveaux héros. Un soir de juin 1963, près de 200 000 jeunes se sont rassemblés place de la Nation à Paris pour acclamer leurs idoles. La France entière comprit alors que quelque chose d'irréversible venait de naître. Derrière cette effervescence se cachait pourtant une autre vérité. Ces jeunes artistes, souvent à peine sortis de l'adolescence, étaient propulsés du jour au lendemain dans une célébrité écrasante. Les flashs des photographes ne laissaient aucun répit, la presse scrutait chaque détail de leur vie privée. La gloire avait un prix, solitude, excès, scandale, parfois même des drames irréparables. Vous souvenez-vous de votre première idole yéyé ? Était-ce la blonde éclatante qui faisait danser toute la France avec ses chorégraphies dynamiques ? Était-ce la silhouette fragile, incarnation de l'élégance et de la mélancolie ? Était-ce le rocker incandescent qui mettait le feu aux scènes comme au cœur ? Ou encore ce chanteur perfectionniste dont le destin tragique allait marquer l'histoire ? Le mouvement n'a duré qu'une décennie, mais son empreinte est restée indélébile. Jamais la jeunesse française n'avait eu un tel miroir, une telle résonance. Ces chanteurs et chanteuses ont porté les rêves, les espoirs, mais aussi les contradictions de leur époque. Ils étaient insouciants en apparence, mais derrière chaque sourire se cachait souvent une blessure invisible. Cet visage, cette étoile brille encore aujourd'hui dans nos mémoires. Certains ont connu la gloire éternelle, d'autres ont disparu trop tôt. Certains symbolisent la grâce, d'autres la révolte. Mais tous, sans exception, ont marqué une génération entière. Et parmi eux, il en est un, le numéro 6, dont le destin, glorieux et tragique, reste à jamais inoubliable. Avant de le découvrir, replongeons ensemble dans cet âge d'or. Allons à la rencontre de ceux qui ont fait battre le cœur de la France yéyé. Numéro 1 Sylvie Vartan. Elle fut l'un des visages les plus éclatants du mouvement yéyé. Sylvie Vartan, avec ses cheveux blonds soigneusement coiffés, ses tenues modernes et ses chorégraphies pleines d'énergie, incarnait une nouvelle féminité, à la fois insouciante et conquérante. Née en 1944 en Bulgarie, arrivée en France dans son enfance après l'exil de sa famille, elle portait déjà en elle une histoire de déracinement. Cette fragilité cachée contrastait avec l'image solaire qu'elle offrait sur scène. Dès ses débuts, elle s'impose comme l'une des figures incontournables de la chanson française. Avec Si je chante ou La plus belle pour aller danser, elle conquiert les cœurs et devient l'idole d'une génération. À chaque apparition télévisée, les jeunes filles imitent sa coiffure, ses robes colorées, et ses pas de danse. Sylvie n'était pas seulement une chanteuse, elle devenait un modèle, un miroir dans lequel des milliers d'adolescentes se reconnaissaient. Mais derrière les projecteurs, sa vie était loin d'être simple. En 1965, son mariage avec Johnny Hallyday la propulse dans une dimension encore plus mythique. Le couple formé par l'idole des jeunes et la poupée du yéyé est comparé au Kennedy, beau, célèbre, envié de tous. Ensemble, ils partagent la scène, enregistrent des duos, et représentent une sorte de rêve national. Pourtant, derrière cette image parfaite, les tensions grandissent. Les absences de Johnny, ses excès, ses infidélités supposées minent le couple. Sylvie, femme discrète mais fière, encaisse en silence jusqu'à ce que la rupture devienne inévitable en 1980. Un drame marque particulièrement sa trajectoire, l'accident de voiture de 1968,
dans lequel elle est grièvement blessée au visage. Elle doit subir plusieurs interventions chirurgicales. Pour une chanteuse idolâtrée aussi pour sa beauté, ce choc est immense. Mais Sylvie fait preuve d'un courage remarquable, elle revient sur scène, plus déterminée que jamais. Cet épisode ajoute une dimension tragique à son image, celle d'une femme qui ne se laisse pas abattre. Au-delà de la musique, Sylvie Vartan incarne aussi l'évolution de la condition féminine. Dans un univers dominé par les figures masculines, elle impose sa présence, ses choix, son style. Elle est à la fois muse, star et pionnière. Aujourd'hui encore, son nom reste associé aux plus belles heures du yéyé, mais aussi à une histoire personnelle faite de résilience et de sacrifice. Pensez-vous que Sylvie Vartan fut avant tout une chanteuse de légende, ou une femme qui a payé trop cher le prix de la gloire ? Numéro 2, Françoise Hardy. Elle était l'exact opposé de Sylvie Vartan. Là où Sylvie incarnait l'énergie, la danse et la joie éclatante, Françoise Hardy représentait la mélancolie, l'élégance et la retenue. Née à Paris en 1944, elle grandit dans une famille modeste, marquée par l'absence de son père. Cette solitude de l'enfance forgea en elle une sensibilité unique, qui allait devenir la matière première de ses chansons. En 1962, alors qu'elle n'a que 18 ans, elle connaît un succès foudroyant avec tous les garçons et les filles. Ce titre, simple et direct, exprimait la frustration adolescente de se sentir seule quand tous les autres semblent vivre l'amour. Des millions de jeunes Françaises se sont reconnues dans cette voix douce, presque chuchotée, qui parlait d'elle sans phare. D'un coup, Françoise est devenue l'icône d'une génération. Contrairement à beaucoup d'autres stars du yéyé, elle refusait l'exubérance. Elle ne dansait pas, ne criait pas. Elle restait immobile, presque fragile, derrière son micro. Mais cette fragilité était sa force, elle incarnait une vérité, une sincérité qui bouleversait. Très vite, elle est aussi devenue une figure de mode. Ses silhouettes sobres, ses cheveux longs et raides, son regard mélancolique ont fasciné photographes et couturiers. Françoise Hardy, ce n'était pas seulement une chanteuse, c'était un style, une attitude, un mystère. Sa vie sentimentale a souvent alimenté les fantasmes. On lui prêta des idylles avec Mick Jagger, Bob Dylan ou encore des artistes français. Mais son grand amour fut Jacques Dutronc, avec qui elle vécut une relation aussi passionnée que tourmentée. Ensemble, ils ont eu un fils, Thomas Dutronc, devenu musicien à son tour. Leur couple, entre rupture et réconciliation, illustre bien le paradoxe de Françoise, une femme en quête de stabilité, mais toujours rattrapée par ses doutes. Si son image reste indissociable des années 60, Françoise Hardy a poursuivi une carrière bien au-delà du yéyé. Elle a exploré des registres plus intimistes, a écrit des textes profonds, et s'est imposée comme une artiste respectée, parfois même vénérée. Mais sa santé fragile et son tempérament réservé l'ont tenue éloignée des projecteurs à plusieurs reprises. Elle reste aujourd'hui une légende discrète, une voix qui continue d'émouvoir par sa simplicité et son authenticité. Alors que d'autres idoles cherchaient à briller par l'éclat et l'exubérance, elle a choisi la voie de la retenue et de la vérité. Et vous, pensez-vous que Françoise Hardy fut avant tout une chanteuse de mode, ou l'incarnation la plus sincère des tourments de la jeunesse ? Numéro 3, Sheila. Elle s'appelait Annie Chancel, mais la France entière la connaissait sous le nom de Sheila. Avec son sourire éclatant, ses couettes sages et ses chansons enjouées, elle devint l'une des figures les plus populaires du yéyé. En 1962, elle n'a que 16 ans lorsqu'elle enregistre L'école est finie. Le titre devient instantanément un hymne pour la jeunesse, un cri de liberté joyeux annonçant la fin des cours et le début de l'insouciance. Sheila représentait l'image de la bonne élève qui s'émancipe, une adolescente sage qui se transforme en star. La presse et le public la surnommaient la petite fiancée des Français, tant son visage et sa voix inspiraient la sympathie. Elle incarne alors l'optimisme d'une génération qui veut danser, s'amuser et profiter de la vie. Mais derrière cette image lumineuse se cachait une réalité plus compliquée. Sheila souffrait du poids d'une carrière lancée trop tôt, gérée par des producteurs qui contrôlaient chaque détail de son image. On lui imposait des chansons, des chorégraphies, des interviews. Elle n'avait que peu de liberté artistique et vivait sous une pression constante. Au fil des années, elle tenta pourtant de briser ce carcan. Dans les années 70, elle s'ouvre au disco avec le groupe Sheila et B. Dévotion, connaissant un succès international avec des titres comme Spacé.
Elle montre alors qu'elle n'est pas seulement une chanteuse pour adolescents, mais une artiste capable de se réinventer. Sa vie privée, elle aussi, fut marquée par des épreuves. Son mariage avec le chanteur Ringo, célébré en grande pompe en 1973, fascina les foules, mais se solda rapidement par un divorce douloureux. Plus tard, elle connut une tragédie encore plus grande, la perte de son fils unique, Ludovic, en 2017. Ce drame la marqua profondément, rappelant à tous que derrière l'icône joyeuse se cachait une femme confrontée aux épreuves les plus cruelles. Sheila reste néanmoins un symbole de résilience. Malgré les critiques, les caricatures, les difficultés personnelles, elle a continué à chanter, à se produire, à évoluer. Aujourd'hui encore, son nom évoque la fraîcheur de l'adolescence des années 60, mais aussi la force d'une femme qui n'a jamais cessé de se battre. Alors, selon vous, Sheila fut-elle avant tout la petite fiancée des Français, ou une artiste prisonnière d'une image qu'elle a passé toute sa vie à dépasser? Numéro 4 France Gall. Elle s'appelait Isabelle Gall, mais le monde entier la connaîtra sous le nom de France Gall. Avec son visage poupin, sa voix claire et ses chansons pétillantes, elle fut l'une des idoles les plus emblématiques du yéyé. En 1965, à seulement 17 ans, elle remporte le concours de l'Eurovision pour le Luxembourg avec Poupée de cire, Poupée de son, une chanson écrite par Serge Gainsbourg. Ce triomphe fait d'elle une star internationale du jour au lendemain. Mais ce succès cache une part d'ombre. Car derrière l'apparente légèreté des refrains de Gainsbourg se cachaient souvent des doubles sens. France, trop jeune, ne comprenait pas toujours la portée des textes qu'elle interprétait. Lorsque la presse révéla que certaines paroles jouaient sur l'ambiguïté érotique, elle se sentit trahie, manipulée. Cette blessure marquera durablement sa carrière et sa relation avec le monde du show business. Malgré ses désillusions, France Gall poursuivit sa route avec détermination. Dans les années 70, elle trouva un nouveau souffle auprès de Michel Berger, compositeur et grand amour de sa vie. Ensemble, ils formèrent l'un des couples mythiques de la chanson française. Les titres qu'ils créèrent, ils jouaient du piano debout, et là, elle la marque encore aujourd'hui la mémoire collective. Avec Berger, France trouva enfin une voix qui lui ressemblait, plus mature, plus sincère, en accord avec sa sensibilité. Leur histoire d'amour et de musique sembla idéale, mais elle fut brisée en 1992 par la mort soudaine de Michel Berger. Pour France Gall, ce fut un drame absolu. Elle perdit à la fois son mari, son partenaire artistique et le père de ses enfants. Elle se retira longtemps de la scène, incapable de surmonter cette absence. Quelques années plus tard, un autre coup terrible la frappa, la disparition de sa fille Pauline, atteinte de mucoviscidose. Ces épreuves firent de France Gall une femme marquée par la douleur, loin de l'image légère de ses débuts. Pourtant, son courage et sa dignité lui valurent l'admiration. Lorsqu'elle revint sur scène à la fin des années 90, ce n'était plus la jeune idole naïve, mais une artiste accomplie, témoin d'une vie traversée par la joie et les larmes. Son répertoire, entre légèreté et gravité, témoigne de cette dualité. France Gall reste aujourd'hui une figure inoubliable. Elle symbolise à la fois l'insouciance du yéyé et la profondeur des émotions humaines. Sa voix continue d'accompagner des générations entières, preuve que derrière la poupée de cire se cachait une femme de chair et de sang. Et vous, voyez-vous en France Gall la poupée fabriquée par les producteurs, ou l'artiste authentique qui a su transformer ses blessures en chansons immortelles? Numéro 5 Johnny Hallyday. Il n'était pas seulement une star du yéyé, il en était le roi incontesté. Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smet, a incarné le rêve américain transposé en France. Avec son blouson noir, ses déhanchements inspirés d'Elvis Presley et sa voix puissante, il fit découvrir le rock'n'roll à une génération entière. Dès la fin des années 50, il s'impose comme l'idole des jeunes, un surnom qui ne le quittera jamais. Son influence sur le yéyé est immense. En mariant l'énergie brute du rock avec la légèreté des refrains français, il offrit au mouvement une intensité que nul autre ne pouvait égaler. Chaque apparition de Johnny était un événement, ses concerts faisaient trembler les salles, ses passages télévisés déchaînaient les foules. Pour beaucoup de jeunes, il n'était pas seulement un chanteur, mais un guide, un modèle de rébellion et de liberté. Sa vie privée, cependant, a souvent fait la une des journaux. Son mariage avec Sylvie Vartan en 1965 forma le couple le plus mythique du showbiz français.
Ensemble, ils étaient beaux, célèbres, et semblaient invincibles. Mais derrière cette image dorée, leur union était rongée par les excès, les absences et les rumeurs d'infidélité. Leur séparation en 1980 fut vécue comme un séisme par leurs fans. Johnny Hallyday, c'était aussi une succession de scandales et de résurrections. Ses excès d'alcool, ses tentatives de suicide, ses dettes colossales, autant d'épisodes sombres qui firent de lui un personnage tragique autant que flamboyant. Mais à chaque fois, il renaissait, plus fort, porté par un public fidèle qui lui pardonnait tout. Cette capacité à se relever, à transformer ses failles en force, contribua à sa légende. Artistiquement, il ne cessa jamais d'évoluer. Des balbutiements du rock à la variété, des ballades sentimentales aux hymnes puissants, Johnny sut traverser les décennies sans jamais perdre sa place au sommet. Peu d'artistes peuvent se vanter d'avoir rempli les plus grands stades de France pendant plus de 50 ans. Sa carrière, jalonnée de tubes comme Que je t'aime, Allumer le feu ou Je te promets, reste unique dans l'histoire de la chanson française. Mais derrière le mythe, il y avait aussi un homme fragile, hanté par la peur de l'oubli. Johnny a souvent confié son besoin viscéral d'amour et de reconnaissance, comme si le triomphe permanent ne suffisait jamais à combler un vide intérieur. Ce contraste entre la légende invincible et l'homme vulnérable fait de lui une figure profondément attachante. Johnny Hallyday fut-il avant tout l'idole des jeunes rebelles, ou bien un homme éperdu, en quête d'un amour qu'il ne trouva jamais complètement ? Numéro 6 Claude François. Il fut sans doute l'idole la plus perfectionniste et la plus exigeante du yéyé. Claude François, surnommé Clo-Clo, avait tout pour plaire, le charme, l'énergie, le sens du spectacle. Né en Égypte en 1939, il dut quitter son pays natal après la crise de Suez, emportant avec lui le souvenir d'une enfance brisée. Arrivé en France, il se lança dans la musique avec une détermination farouche, décidé à conquérir le public. Ses débuts furent marqués par des reprises, mais très vite il imposa son style. Avec Belle, 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 il conquiert les foules. Ses chansons, souvent simples mais irrésistibles, devinrent des refrains que toute la France fredonnait. Cette année-là, Le téléphone pleure, ou encore Alexandrie Alexandra restent gravés dans la mémoire collective. Claude François n'était pas seulement un chanteur, il était un showman. Ses chorégraphies millimétrées, accompagnées par les fameuses Claudettes, révolutionnèrent les spectacles de variété en France. Chaque détail comptait, les costumes, les lumières, les gestes. Il travaillait sans relâche, exigeant la perfection de lui-même et de son entourage. Mais derrière cette image de star flamboyante se cachait un homme tourmenté. Obsédé par le succès, Claude François vivait dans la peur permanente de l'échec. Ses relations amoureuses étaient tumultueuses, marquées par la jalousie et l'instabilité. Sa quête de perfection l'épuisait et créait autour de lui une atmosphère tendue. Sa fin tragique a bouleversé la France entière. Le 11 mars 1978, alors qu'il n'a que 39 ans, il meurt électrocuté dans sa salle de bain en tentant de redresser une applique électrique. La nouvelle fit l'effet d'un choc national. La veille encore, il enregistrait à la télévision, en pleine gloire. Sa disparition brutale transforma l'idole en légende. Claude François reste aujourd'hui une figure incontournable de la chanson française. Sa carrière fut courte mais fulgurante, son perfectionnisme laissa une empreinte indélébile sur la scène musicale. Ses chansons continuent de résonner, témoignant de cette passion absolue pour la musique et le spectacle. Alors, pour vous, Claude François fut-il l'incarnation ultime du yéyé, ou un artiste consumé par ses propres démons, dont la fin tragique reste inoubliable ? Numéro 7 Richard Anthony. Il fut l'un des premiers à ouvrir la voie. Richard Anthony, né en 1938 au Caire dans une famille d'origine syrienne et italienne, a grandi entre plusieurs cultures avant de s'installer en France. Polyglotte, amateur de jazz et de musique venue d'Angleterre, il fut l'un des premiers à importer dans l'Hexagone le son du rock et du twist. Ses reprises adaptées en français, comme Nouvelle Vague ou Et j'entends siffler le train, rencontrèrent un immense succès au début des années 60. Richard Anthony représentait le visage plus apaisé du yéyé. Contrairement à Johnny Hallyday ou Claude François, il n'était pas un showman flamboyant. Son style était sobre, sa voix douce et posée. Il incarnait une forme de modernité tranquille, qui séduisait un public familial autant que la jeunesse.
Grâce à lui, de nombreux auditeurs découvrirent les standards anglo-saxons adaptés dans leur langue, créant un pont inédit entre cultures. Mais si ses débuts furent fulgurants, la suite de sa carrière fut plus contrastée. L'arrivée de nouvelles idoles, plus spectaculaires et charismatiques, relégua peu à peu Richard Anthony au second plan. Sa discrétion, qui avait fait son charme, devint une faiblesse dans un monde médiatique avide de scandales et de coups d'éclat. Ses ventes déclinèrent, et il connut plusieurs périodes de traversée du désert. Sa vie personnelle reflète aussi ces contrastes. Père de 9 enfants, il mena une existence marquée par les excès, les dettes et les problèmes judiciaires liés à des affaires financières. Ces difficultés alimentèrent une image ternie, loin de l'idole sage de ses débuts. Pourtant, il continua à chanter, fidèle à son public, dans des tournées nostalgiques qui ravivaient la flamme des années yéyé. Richard Anthony incarne ainsi le destin paradoxal d'une idole précurseur, premier à ouvrir la voie, mais éclipsé par ceux qui vinrent après lui. Sa voix demeure associée à une époque d'innocence, où la chanson française s'ouvrait au monde et se nourrissait d'influences nouvelles. Il s'éteint en 2015, à l'âge de 77 ans, dans une relative indifférence médiatique. Pourtant, pour beaucoup, il reste le symbole discret mais essentiel d'une génération. Sans lui, le yéyé n'aurait peut-être pas eu cette dimension internationale qui fit son succès. Et vous, pensez-vous que Richard Anthony fut avant tout un pionnier injustement oublié, ou un artiste qui a trouvé sa grandeur dans la simplicité et la discrétion? Ils furent sept visages, 7 destins, 7 étoiles qui ont illuminé les nuits des années 60 et marqué à jamais la mémoire collective. Sylvie Vartan, l'éclatante survivante qui transforma ses blessures en force. Françoise Hardy, l'icône fragile dont la voix murmurée incarnait les tourments secrets d'une génération. Sheila, la fiancée de la France, symbole d'insouciance mais aussi de résilience face aux tragédies intimes. France Gall, l'adolescente trahie devenue femme courage, dont les chansons continuent d'émouvoir par-delà les épreuves. Johnny Hallyday, le roi du rock, à la fois flamboyant et vulnérable, qui personnifia la rébellion et le besoin d'amour. Claude François, l'obsédé de perfection, mort tragiquement en pleine gloire, devenu une légende inoubliable. Et enfin Richard Anthony, le pionnier discret, éclipsé mais essentiel, qui fit entrer la musique anglo-saxonne dans la culture française. Cet artiste, cet miroir d'une jeunesse qui voulait tout réinventer. Chacun d'eux, à sa manière, a représenté une facette du yéyé, la joie, la mélancolie, la légèreté, la passion, la révolte, la rigueur, la discrétion. Ensemble, ils ont composé une fresque vivante, l'image d'une époque où tout semblait possible. Le yéyé n'aura duré qu'une décennie, mais il a bouleversé durablement le paysage musical français. Grâce à ses idoles, la France s'est ouverte au monde, à de nouvelles influences, et a trouvé une voie pour exprimer sa jeunesse. Aujourd'hui encore, leurs refrains résonnent, portés par la nostalgie, mais aussi par une vérité universelle, celle de l'élan vital, de l'envie d'aimer et de rêver. Pourtant, ces destins rappellent aussi l'envers du décor. La gloire fulgurante, les projecteurs, les cris des fans, tout cela avait un prix. Certains l'ont payé par la solitude, d'autres par la souffrance, d'autres encore par une disparition prématurée. Derrière chaque sourire figé sur une pochette de disque, il y avait des doutes, des blessures, des larmes. C'est peut-être cette dualité la lumière et l'ombre qui rend ces idoles encore plus touchantes. Leur héritage va bien au-delà des chansons. Ils ont montré qu'une génération pouvait prendre la parole, imposer ses rêves et ses émotions dans une société encore figée par les traditions. Ils ont ouvert un chemin qui allait inspirer des artistes bien au-delà du yéyé. Sans eux, la musique française n'aurait pas connu la même évolution. Aujourd'hui, il nous reste leur voix, leur visage figé dans la jeunesse éternelle des photos d'époque, et les souvenirs de ceux qui ont dansé, chanté, pleuré avec eux. Chaque fois que l'on réécoute Tous les garçons et les filles, L'école est finie, Que je t'aime ou Cette année-là, c'est tout un PN de notre mémoire collective qui renaît. Et vous, que représentent pour vous ces idoles du yéyé? Laquelle vous touche encore aujourd'hui? Est-ce la grâce mélancolique de Françoise Hardy, la fougue de Johnny, l'énergie de Sheila, ou bien le perfectionnisme de Claude François? Peut-être que chaque nom réveille en vous une chanson, un souvenir, un instant de votre vie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Hollywood Mémoire et partagez vos émotions en commentaire. Votre avis,
vos souvenirs, vos chansons préférées font partie de cette mémoire vivante. Ensemble, faisons revivre ces instants magiques et continuons à transmettre l'héritage du yéyé aux générations futures.